Et avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, saviez-vous que 50% des PME québécoises ont été victimes d'une cyberattaque dans la dernière année? Si j'ai bien dit 50%, et parmi ces attaques-là, il y a 68% qui sont causées par des tentatives d'hameçonnage. Autrement dit, un simple clic sur un lien malicieux et ça peut compromettre les informations confidentielles de votre entreprise et c'est là qu'entre en jeu Vigilance, qui est la plateforme de MS Solutions et cette plateforme-là, qui est 100% canadienne, elle offre une approche proactive pour venir renforcer la cybersécurité de votre business. Donc, comment ça marche? En fait, Vigilance, ça envoie des simulations d'hameçonnage ultra réalistes à vos employés de manière aléatoire et sans prévenir. Et ça, c'est afin de tester leur vigilance justement face à l'hameçonnage. En plus de ça, la plateforme propose des formations sur la cybersécurité pour maintenir votre équipe informée des dernières tendances. Elle intègre un outil d'intelligence artificielle pour analyser les courriels suspicieux qui sont signalés par vos employés et vous pouvez également suivre en temps réel les progrès de votre équipe pour vraiment instaurer une véritable culture de cybersécurité au sein de votre entreprise. Donc, agissez avant qu'il soit trop tard et réservez dès maintenant une démo gratuite avec un expert de MS Solutions pour sécuriser votre entreprise contre les cyberattaques. Le lien va être dans la description de l'épisode. Et sur ce, aujourd'hui, je vais répondre à la question, est-ce que c'est vraiment possible de battre le marché en tant qu'investisseur autonome? En fait, je vais décortiquer c'est quoi les mythes sur les fonds indiciels, voir pourquoi les gestionnaires professionnels ils ont du mal à battre le marché et surtout, je vais vous expliquer comment un investisseur autonome peut arriver à surperformer l'indice S&P 500. Et avant de tomber dans le vif du sujet, pour tous les nouveaux auditeurs, je me présente, je suis Alex Demers, investisseur autonome depuis 2013. Évidemment, je gère mes placements personnels, mais je gère également le portefeuille de mon entreprise Traders 360. Et juste avec le podcast, vous pouvez suivre mon parcours et toutes mes transactions boursières depuis septembre 2019. Donc, je suis rendu avec plus de 270 épisodes d'environ 20 minutes. Donc, ça vous donne pas loin de 90 heures de contenu gratuit pour comprendre mon approche vis-à-vis la gestion de mon portefeuille à long terme. Et pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez, j'ai opté pour le stock picking, donc acheter des actions individuelles plutôt que d'investir passivement dans les fonds indiciels. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de la différence entre l'approche passive versus la gestion active avec justement l'achat d'actions individuelles. Donc à ce moment-là, on choisit spécifiquement des entreprises dans lesquelles on veut investir. Et honnêtement, je ne sais pas exactement c'est quoi qui s'est passé depuis une couple d'années, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont lu le livre de Nicolas Bérubé qui s'appelle « De zéro à millionnaire ». Et là, tout d'un coup, ça vaut plus la peine de gérer activement son portefeuille. Pire que ça, en fait, si tu essaies de battre les rendements indiciels, tu es un cave parce que ça veut dire que tu ne comprends pas la théorie de l'efficience des marchés. Et si je me fie au discours de la plupart des influenceurs dans le domaine de la finance, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre tout votre cash dans un fonds indiciel avec du DCA qui est avec l'achat périodique à somme fixe et vous touchez à rien pendant 25-30 ans. Et comme je vous dis, toutes les personnes qui ne font pas ça, vous êtes des imbéciles parce que c'est impossible de battre le marché sur le long terme. Impossible. Et là, on s'entend, j'exagère un peu, mais c'est vraiment ça le discours répandu. C'est ça que tu vois sur les groupes Facebook, sur Reddit, encore une fois, la plupart des influenceurs dans le domaine de la finance. Et là, c'est même rendu que les mononcles au party de Noël vont en parler. À cette heure, tout ce qu'on entend, c'est vraiment investir dans VFV, VOO, VEQT, XEQT, toutes les FNB classiques de l'approche indicielle. Donc, je veux élaborer un peu là-dessus. Tout d'abord, c'est sûr que c'est indéniable. Il y a des avantages à investir dans des fonds indiciels. Premièrement, c'est efficace, c'est simple, c'est dummy-proof, tu ne peux pas te tromper. Au fait,
même Warren Buffett recommande à l'investisseur moyen d'acheter un FNB qui reproduit le rendement du S&P 500 parce que avec un fonds indiciel, tu as une diversification instantanée, tu as des frais de gestion minimes, un rendement moyen autour de 9-10% si on se fie aux 40-50 dernières années. Et si votre objectif, c'est de faire croître votre argent sans vous casser la tête, bien c'est sûr que l'approche indicielle, c'est une excellente stratégie parce que pas besoin de comprendre les états financiers des entreprises, pas besoin de connaître la différence entre une action ordinaire, une action privilégiée et une obligation, pas besoin de suivre les fluctuations du marché. Bref, c'est réellement de l'investissement passif. Par contre, les fonds indiciels, c'est un peu comme un buffet à volonté. Le concept a l'air incroyable dans le sens que tu prends un peu de tout sans trop réfléchir, puis là tu te dis que tu as fait un bon choix, mais au final, quand tu arrives à ta table avec ton assiette remplie de plein d'affaires, ben il y a des bonnes choses, il y a des trucs moyens, puis il y a aussi des plats dégueulasses que tu n'aurais jamais pris si tu avais regardé comme du monde quand t'es sauté dans le buffet. Et là, c'est sûr que depuis 10 ans, tout le monde capote sur l'investissement indiciel et c'est normal parce qu'on a eu droit à une décennie extraordinaire en termes de performance boursière si on regarde du côté des indices. Par contre, si on recule un peu dans le temps, entre 2001 et 2011, l'indice S&P 500 il a obtenu un rendement pratiquement nul après inflation. Donc, autrement dit, si un investisseur avait acheté un fonds indiciel qui répliquait le S&P 500 en janvier 2001, puis qu'il l'avait conservé jusqu'en décembre 2011, ben après 10 ans, il aurait obtenu un rendement réel autour de 0%. Il faut comprendre que pendant ce temps-là, ben ceux qui faisaient du stock picking sont parvenus à générer des rendements positifs durant cette même période-là. En trouvant des actions qui étaient sous-évaluées, il y a des entreprises entre 2001 et 2011 qui ont connu une excellente croissance. C'est sûr que là-dedans, on parle quand même de 2 crises majeures. Le dot-com bubble qui a explosé et la crise financière de 2007-2008. Mais l'idée de ça, c'est que les 10 dernières années donnent une idée un peu biaisée de c'est quoi l'investissement passif dans un fonds indiciel, justement du fait qu'on a connu une décennie incroyable du côté des indices boursiers américains. Et un argument qu'on entend souvent en faveur des fonds indiciels, c'est que la majorité des gestionnaires de fonds, les professionnels, ils n'arrivent même pas à battre le marché. Et ça, c'est vrai, mais pourquoi ils n'arrivent pas à battre le marché? Ben, c'est pas nécessairement comparable à un investisseur autonome parce que les gestionnaires de portefeuille, ils gèrent des milliards de dollars et ils ont plein de contraintes vis-à-vis le cadre réglementaire qu'ils doivent suivre du fait que c'est un fonds commun de placement et non pas leur propre argent. Donc, ils sont obligés de se diversifier à l'extrême. Ils doivent éviter certaines formes de risques, certaines formes de stratégies, différents instruments financiers et ils doivent également répondre aux attentes des investisseurs. Dans le sens qu'un gestionnaire de portefeuille, il a tout le temps une optique à court terme. À chaque trimestre, il doit s'assurer d'afficher une bonne performance comparativement aux autres fonds parce que sinon, comme je vous dis, les clients vont sortir le B de là pour investir ailleurs et les gestionnaires, évidemment, ils veulent garder leur monde. Donc, ils sont indirectement poussés vers des stratégies de momentum, de chercher les titres qui vont monter dans les prochains mois, prochains trimestres, et non pas à chercher les titres qui vont donner le meilleur rendement sur 10, 15, 20 ans. Il faut comprendre que gérer des centaines de millions de dollars ou des milliards, ça fait en sorte qu'ils sont limités à acheter des entreprises qui sont énormes, qui sont liquides, et à ce moment-là, ça limite nécessairement leur potentiel de croissance. Ils ne peuvent pas acheter une compagnie de petite capitalisation boursière qui n'est pas liquide en prenant des positions de plusieurs millions de dollars. C'est quelque chose qui n'est pas possible pour les institutionnels. Si on prend l'exemple de Warren Buffett qui gère des milliards de dollars chez Berkshire Hathaway, il a souvent dit que son plus gros problème aujourd'hui, c'est la taille de son portefeuille parce que quand il était plus jeune puis qu'il gérait beaucoup moins d'argent, à ce moment-là, il pouvait investir dans des entreprises plus méconnues puis il obtenait vraiment des rendements extraordinaires. Aujourd'hui, il n'y a pas le choix d'acheter des actions d'entreprises qui ont un minimum de capitalisation boursière, qui ont un certain niveau de liquidité parce qu'il doit investir des sommes qui sont colossales, donc c'est difficile de venir prendre position sans faire grimper le prix des actions que tu achètes.
Donc, c'est un peu pour ça que je vous dis que les études sur les fonds gérés par des professionnels, ça ne s'applique pas nécessairement aux investisseurs de détail. Premièrement, ces fonds-là, ils doivent justifier leur existence en facturant des frais de gestion relativement élevés, là, souvent entre 1 et 2,5% par année. Et dans ce cas-là, même si un gestionnaire réussit à égaler ou légèrement surpasser l'indice avant frais, une fois que ces coûts-là sont déduits, il se retrouve en dessous, dans le sens que le rendement net après frais de gestion, il est inférieur à la performance du marché, tandis qu'un investisseur autonome, lui, naturellement, il évite tous ces frais-là, donc il peut obtenir un meilleur rendement à condition de bien sélectionner les actions dans lesquelles il investit. Et je tiens à le répéter, pour moi, l'investisseur autonome, l'investisseur de détail, c'est lui qui est avantagé vis-à-vis les gestionnaires professionnels parce que les gestionnaires de fonds, ils sont extrêmement limités dans leur choix. Un gestionnaire ne peut pas se concentrer sur 15 ou 20 entreprises à fort potentiel, des small cap, mid cap, des entreprises plus petites, par exemple, qui découlent d'un spin-off. Nous, en tant qu'investisseurs de détail, on n'a aucune restriction et c'est un peu normal qu'il y ait une différence en termes de cadre réglementaire parce que un gestionnaire de fonds, premièrement, ça gère des milliards de dollars et ils ont une responsabilité envers tous les épargnants qui ont mis leur argent dans ce fonds-là. Donc, pour moi, l'investisseur autonome qui décide de gérer activement son portefeuille, il y a un avantage net face aux professionnels parce que, premièrement, comme je vous dis, il n'y a aucun frais de gestion à payer. C'est lui qui gère son portefeuille. Et l'investisseur autonome a également une flexibilité totale. Donc, il peut aller chercher des opportunités là où les fonds ne peuvent même pas aller. Je donne un exemple dans lequel j'ai investi en 2018 et c'était la compagnie Shopify cotée sur la bourse de Toronto, le TSX. Et dans ce temps-là, Shopify, c'était vraiment une petite entreprise canadienne avec un market cap autour de 10 milliards. Fait que c'était à peine dans le début d'une catégorie de large cap et ça faisait en sorte que c'était une action qui n'était pas encore sous le radar des institutionnels. Comme je l'ai déjà dit, les gestionnaires de portefeuille ont des contraintes en termes de capitalisation boursière minimum, tandis que nous, on n'a rien de ça. Donc, en analysant la plateforme de e-commerce de Shopify et en évaluant son potentiel de croissance, j'avais acheté des actions de Shopify au début de l'année 2018 et j'ai vendu en 2019 avec un rendement autour de 85%. Grosso modo, j'ai quasiment doublé ma mise. Et encore là, vendre a été une erreur de ma part, une erreur que j'ai apprise à mes dépens. Mais l'idée, c'est que en tant qu'investisseur autonome, contrairement aux institutionnels, mes décisions d'investissement ne sont pas limitées par un cadre réglementaire vis-à-vis la liquidité, la capitalisation boursière, la pondération dans mon portefeuille. J'ai la flexibilité totale de gérer mon argent comme je le veux. Donc oui, c'est vrai que les fonds gérés activement par des gestionnaires de portefeuille, ils n'arrivent pas à battre le marché dans la majorité des cas, mais est-ce que ça veut dire que c'est impossible de battre l'indice S&P 500? Absolument pas. Ce que ça veut dire, c'est que pour les professionnels qui gèrent activement des portefeuilles, en devant respecter toute la réglementation qui est liée aux fonds communs de placement, oui, pour eux autres, c'est excessivement difficile d'arriver à surperformer l'indice en termes de rendement après les frais de gestion. Mais toi, si tu gères ton propre portefeuille, tu peux sélectionner 15 à 25 entreprises qui ont vraiment du potentiel. Pas besoin d'acheter 150 compagnies juste pour te diversifier. Pas besoin d'avoir une exposition au marché obligataire, pas besoin de conserver un montant spécifique en encaisse. Bref, quand tu es un investisseur de détail, tu as la pleine liberté dans la gestion de ton portefeuille. Ça vous permet, entre autres, de miser sur des entreprises qui ont une faible capitalisation boursière parce que, à l'exception des fonds de small cap, la plupart des gestionnaires, ils ne peuvent pas détenir des actions de petites compagnies comme ça. Ça vous permet également de prendre position sur des titres qui sont temporairement sous-évalués à cause d'une correction du marché ou encore à cause d'un événement ponctuel qui affecte soit l'industrie ou l'entreprise spécifique. Et surtout, ça vous permet d'avoir une vision à long terme sans devoir justifier à chaque trimestre chacune des décisions d'investissement que vous avez faites à vos clients
qui vous fournissent le capital. Il ne faut pas penser que c'est ultra complexe de trouver des opportunités d'achat sur les marchés boursiers. Tu sais, je peux vous donner un paquet d'exemples de compagnies qui ont surperformé le rendement du S&P 500. Tu sais, juste dans mon portefeuille, durant les 5 dernières années, il y a Netflix, Microsoft, Apple, Google, Meta et Berkshire Hathaway. On s'entend, c'est des grosses compagnies connues, mais juste avoir acheté ces actions-là au lieu d'un fonds indiciel qui reflète le S&P 500, ben vous auriez à ce moment-là surperformé le marché. Comme je vous dis, on ne parle pas d'obscures entreprises biotechnologiques à 10 cents cotées sur le marché OTC. On parle vraiment de grandes compagnies internationales. Tout ce qu'il fallait faire pour décider d'investir dans celle-ci, c'est de faire un petit effort supplémentaire en prenant le temps d'analyser les fondamentaux de l'entreprise et en achetant lorsque le prix de l'action avait subi une baisse, que ce soit durant le crash lié à la pandémie en février-mars 2020 ou durant le marché baissier de 2022 lié à la hausse des taux d'intérêt. Donc, pour l'investisseur autonome qui est à la recherche de compagnies solides avec un prix d'action qui est sous-évalué, il y a des opportunités qui se présentent et ces opportunités-là, c'est ça qui vous permettent de surperformer l'indice de référence. Et là, avant de terminer l'épisode, je veux seulement être très clair sur quelque chose. Investir de façon autonome et acheter des actions individuelles, ça ne vous garantit pas non plus de meilleurs rendements automatiquement. Et surtout, ça ne veut pas dire que toutes vos positions, ça va être des francs succès. Tu sais, je m'en cache pas. Moi-même, de mon côté, j'ai pris de mauvaises décisions d'investissement en ce qui concerne mon portefeuille. Tu sais, par exemple, je peux regarder mes positions dans TELUS, AT&T et Intel, sont encore dans le rouge aujourd'hui. Par contre, avec une diversification et une pondération appropriée, mes pertes dans ces actions-là sont largement compensées par les gains que je vais aller chercher avec mes autres titres. Et c'est un peu ça la clé. On ne sait pas d'avance quelles vont être nos meilleures actions. Et dans le lot, il va y avoir quelques positions qui vont être pourries, il va y avoir une coupe de corrects, et les autres, ça va être vos titres qui vont exploser. Et c'est ceux-là qui vont vous permettre d'aller chercher un rendement excédentaire à celui des fonds indiciels. Du moins, c'est l'objectif avec la gestion active d'un portefeuille, parce qu'il n'y a aucune raison d'analyser des entreprises cotées en bourse et d'acheter des actions individuelles si ce n'est que pour battre la performance du marché. L'idée du stock picking, de devenir actionnaire dans certaines entreprises, de faire l'analyse fondamentale, d'acheter au bon prix, tous ces éléments-là, c'est justement pour surperformer le rendement des fonds indiciels. Donc, est-ce que c'est impossible de le faire? Absolument pas. C'est une tâche qui nécessite évidemment une certaine compréhension, mais ça reste une option viable si vous voulez mettre du temps et de l'effort là-dessus. Autrement, si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous voulez obtenir un rendement de 9-10% par année, investissez dans les fonds indiciels. L'approche passive, c'est vraiment ce qui est fait pour monsieur, madame, tout le monde qui ne veulent pas faire l'analyse spécifique de chacune des actions, qui ne veulent pas gérer eux-mêmes leur diversification, la pondération de tous les titres. Choisir l'avenue du stock picking, il faut que ça soit fait de manière stratégique parce que sinon, vous allez faire partie des statistiques des investisseurs qui perdent de l'argent en bourse avec des investissements comme dans Lion Électrique. Il faut comprendre les fondamentaux avant de mettre votre argent. C'est pas seulement d'essayer de trouver le prochain titre qui va grimper dans les prochains mois. Il faut que vous vous serviez de l'avantage de l'investisseur de détail, c'est-à-dire l'avantage de pouvoir conserver une vision à long terme et ne pas devoir performer tout le temps à chaque mois, à chaque trimestre pour conserver ses clients. C'est votre argent. Prenez vos décisions d'investissement en gardant cet horizon de placement-là en tête. Et sur ce, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aimez le contenu du podcast, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou à vous abonner sur ma chaîne sur YouTube. Et sur ce, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.